Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. On a cette vieille ritournelle au marketing qui dit que effectivement on nous demande toujours de faire plus avec moins. Il n'empêche qu'en 2026 c'est quand même un truc qu'on a vraiment ressenti dans la préparation des budgets qui ont été encore plus challengés peut-être que les années d'avant. Les CMO et les marketeurs en général de toute façon, on se retrouve souvent dans des contextes qui évoluent rapidement, on va dire avec l'IA, l'économie incertaine et tout, de budgets tendus. Et c'est aussi un petit peu notre faute parce que on a tendance à couper un petit peu sur le travail de valorisation du marketing. Et donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on voit justement comment revaloriser un petit peu la fonction marketing et retrouver, lui redonner sa place, on va dire, son importance en interne dans l'entreprise. Pour discuter justement de ce sujet-là, je suis avec Jonathan Lombroso, qui est fondateur d'Itro. Bonjour Jonathan. Salut. Écoute, c'est un Euh, plaisir de t'avoir sur le podcast parce que j'avais Itro, mine de rien, moi je suis un petit peu de ce que vous faites de loin depuis la fondation parce que j'ai des collègues qui font partie de ton équipe aussi. Peut-être est-ce que tu peux en introduction, avant qu'on attaque le vif du sujet, te présenter en quelques mots s'il te plaît. ouais, bien sûr. Bah, déjà, premièrement, merci de m'accueillir. Donc, qui je suis? Donc, fondateur d'Itro, comme tu l'as dit. Qui on est, nous? C'est la première société de part-time CMO en France et en Europe. Première, pas que dans les chiffres, mais c'est surtout qu'on était les premiers à lancer ce modèle-là il y a 8 ans maintenant. Un petit focus sur moi, ça fait un peu plus de 15 ans, 17 ans que je suis dans le marketing. J'ai commencé d'abord dans des grands groupes, notamment chez Microsoft pendant quelques années. Ensuite, j'ai monté une première startup B2C que j'ai revendu en 2016 et j'ai ensuite été CMO d'Alven, donc un des plus gros fonds VC qui investit dans des belles boîtes comme Alcolia, Dataiku, Frishti, Appen et plus encore. Et depuis 7 ans et demi maintenant, j'ai lancé Itro, donc une société de marketing on demand, part-time CMO. Ok, très cool. Bah écoute, ça va avoir un impact, on va dire, dans notre discussion, tu vois, parce que je trouve, quand on parle de valorisation, c'est vrai qu'en plus, quand t'es, du coup, externalisé, enfin, du coup, toi, t'as des marketeurs externalisés qui vont aller travailler en entreprise, et c'est vrai qu'au final, quand on a ce statut un peu d'agence, des fois, sur l'aspect reporting et tout, c'est encore plus important pour justifier les missions auprès de tes clients et tout, donc, bref, ça c'est pour une Non, prochaine mais partie. pour répondre à ta question, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu factures un TJM à 1000 euros au jour, 1200 euros au jour, bah, chaque euro dépensé doit rapporter de l'argent. Donc, on est encore plus dans cette notion de combien il me coûte, combien il me rapporte. Ouais. Donc, oui, la valorisation, c'est au cœur de mon métier et au cœur du métier de mes équipes. Carrément. Du coup, on va attaquer le vif du sujet. C'est vrai, c'est ce que je disais. On dit toujours que le marketing B2B, enfin, c'est un poste qui est très challengé. Après, c'est vrai qu'il y a des forts turnovers sur les postes et sous, donc on le voit, la légitimité, elle est questionnée. C'est les premiers budgets qu'on coupe en période de tension. Donc, toi qui accompagnes des entreprises, du coup, pas mal, t'as un vrai œil sur cet état des lieux-là. Est-ce que c'est un état des lieux que tu partages? Est-ce que tu fais ce même constat-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, structurel, après tout, au marketing, parce que depuis des années, c'est vu comme ça? Ou est-ce que c'est un peu conjoncturel, parce que, effectivement, faut dire que l'économie nous fait pas de cadeaux depuis quelques années, quoi. Il y a beaucoup de questions Beaucoup de questions en une, dans ouais, une. pour Mais alors, démarrer. déjà, Débrouille-toi avec ça. l'état des lieux, pour faire simple, je vais réutiliser un peu un terme qu'on entend dans la tech, mais grosso modo, il n'y a plus de product market fit entre les marketeurs et les entrepreneurs et les entreprises. Des deux côtés. C'est-à-dire que les marketeurs eux-mêmes, où je vais parler des CMO parce que c'est plus un métier que un scope que je maîtrise, les CMO aujourd'hui ne veulent plus bosser dans les boîtes. Grosso modo, ils veulent aller en mission, ils veulent changer régulièrement, ils veulent être un peu dans l'honeymoon, c'est-à-dire construire des choses et après se barrer. C'est factuel parce que les gens viennent chez moi, sont prêts à quitter des jobs mieux payés pour me rejoindre dans mon équipe parce que mes équipes sont en CDI. Et, et d'un autre côté, ils partent pas. Mes clients essayent tout le temps de les recruter et à chaque fois ils disent ah non, 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 moi je reste chez John parce que je suis heureux de ce que je fais et je suis fan de la manière dont j'adresse le marketing. Donc ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de product market fit côté, côté entreprise avec les CMO. Et à l'inverse, bah, tu le dis toi-même, il y a beaucoup de turnover. C'est que personne ne trouve chaussure à son pied et c'est une galère pour les recruter. C'est une galère pour comprendre quel sera l'impact du marketeur. Et du coup, ils ne savent plus communiquer. Les deux populations ne savent plus communiquer. Et ça, c'est le constat. C'est un constat et j'ai pas la réponse à court terme, je dirais. J'essaye d'en apporter une, mais en tout cas, c'est pas prêt de changer, en tout cas sur du court terme. Donc ça, c'est le constat général. Et après, sur ta question, est-ce que c'est structurel, conjoncturel? Je le dis tout de suite, c'est pas conjoncturel parce que j'ai monté la boîte il y a 8 ans et j'ai monté la boîte il y a 8 ans sur le même constat. C'est-à-dire que ça ne marchait pas. Donc, j'ai accompagné de nombreuses boîtes chez Alven. J'ai vu les meilleures boîtes comme les boîtes les plus flinguées ne pas réussir à se staffer en marketing.
C'est de là que j'ai décidé de monter une société en se disant, si j'ajoute de la flexibilité, si j'ajoute de la puissance au marketing et de l'impact, peut-être que ça ira mieux. Et c'était mon constat de base. Donc, c'était il y a 8 ans et on est encore là aujourd'hui. Donc, c'est pas conjoncturel. C'est une certitude, même si ça devient de plus en plus dur. Parce que budget, comme tu le dis, budget de plus en plus serré, donc plus en plus de justifications, beaucoup moins de temps pour exécuter et pour apporter de la valeur. Mais le constat est là. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing et l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Heat, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Et après, structurellement, je dirais plus que c'est culturel et structurel. Si tu prends la France de manière générale, pourquoi je dis c'est culturel, c'est que si tu rencontres un ingénieur aujourd'hui, première chose qu'il va te dire en France, c'est salut Jérémy, enchanté, ingénieur de formation. Tu verras jamais un marketeur te dire marketeur de formation. Hein. C'est quelque chose parce qu'on a ancré, on a créé quelque chose autour du marketing depuis toujours en disant c'est pas non plus le job de rêve, quoi. T'es pas médecin, t'es pas ingénieur, t'es seulement marketeur. Donc d'un côté, l'ingénieur en France est vachement valorisé et va être tout le temps mis en avant et lui-même va se mettre en avant et c'est une fierté pour l'ingénieur d'être ingénieur. Autant le marketeur, à l'inverse, quand tu es dans des discussions avec justement avec des gens qui ne sont pas du marketing, ils vont dire ah non, mais ça c'est quand on parle de fond et de forme, ils vont dire ah mais ça c'est du marketing, ou des gens qui sont pas du tout dans l'écosystème, ils vont se dire ah merde, je me suis fait avoir par une pub Instagram, ah là, le marketing m'a encore eu. Donc c'est quelque chose d'hyper péjoratif depuis c'est ancré dans la culture française que le marketing est péjoratif. Donc à partir de ce moment-là, c'est culturel, c'est que depuis toujours en France, on identifie le marketing comme finalement le parent pauvre des C-level. Et ensuite, structurellement, moi, ce que je dirais, c'est que tu as une typologie d'entrepreneurs, et ça pas que en France, qui prennent de plus en plus de place. C'est-à-dire que l'entrepreneur, avant, savait s'entourer. Aujourd'hui, l'entrepreneur veut rester, et tu le vois sur LinkedIn, tu le vois, tous les entrepreneurs qui prennent la parole veulent rester au front. Ils veulent être visibles. Et finalement, ma conception, c'est que ces gens-là ont un peu du mal. En fait, la structure de la société, c'est-à-dire avec l'entrepreneur omniprésent, ne permet pas l'éclosion du marketing et la bonne exécution du marketing, parce que le marketing, en fait, finalement, le marketeur, le directeur marketing doit avoir un impact sur la société, doit challenger l'entrepreneur, doit faire remettre en question, doit lui permettre de changer de produit, de positionnement, de vision. C'est ça, un directeur marketing. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, ils sont plutôt en mode ah non, mais c'est moi qui mène la barque. Tu vas pas m'apprendre mon métier. Et du coup, la structure de la boîte, c'est finalement, tu as le COMEX et le marketeur, c'est l'exécutant. C'est celui à qui on demande l'avis en bas à la fin d'un board. C'est pas celui à qui on demande l'avis au début d'un board. Ouais. Donc, c'est là où la structure, en fait, a changé. C'est que les boîtes ne sont plus des boîtes dirigées par un management, mais dirigées par un entrepreneur avec des managers dedans. Et culturellement, la France n'aide pas. Ouais, mais ça, du coup, ça me fait réagir sur plusieurs trucs. Ce que tu dis, c'est déjà, j'aime bien, comme tu dis, il n'y a plus de product market fit entre ce qu'attend la boîte et puis, entre les boîtes et puis les marketeurs. Parce que tu le vois, de toute façon, il y a de plus en plus on en parlait, tu vois, j'étais sur un événement en début de semaine, là, CMO in Tech, où justement, il y en a qui me disaient, on a l'impression que tout le monde se met en part-time maintenant. Mais oui, parce que et c'est vrai, tu vois vraiment. Enfin moi du coup ça fait 4 ans et t'en vois de plus en plus arriver quoi, le nombre de marketeurs qui étaient en entreprise dans des belles boîtes qui sont venus me demander des conseils parce que comment j'envisage le part-time et puis du coup comment t'as fait un peu machin. C'est assez hallucinant. Donc clairement il y a un truc qui est cassé quoi. Et je rejoins un peu ce que tu dis aussi sur cette culturellement et la place dans l'entreprise parce qu'au final quand tu reviens un peu aux bases du marketing, aux racines du marketing, j'allais dire les 4P, tu vois, c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais quand tu prends ça, tu vois bien que c'est censé, en fait,
la création d'une boîte, c'est le marketing. Enfin, c'est du marketing. Le produit, la distribution, le prix, tout ça, c'est des stratégies qui sont, enfin, c'est central, c'est cœur dans l'entreprise. Et c'est vrai que les premiers recrutements, le marketeuse, on l'a recentré sur la distribution, l'aspect promotion, quoi, on va dire, du truc. Et puis au final, tu te retrouves à exécuter des campagnes et pas du tout être impliqué dans la stratégie marketing, qui normalement est un truc global dans l'entreprise, quoi. Tu le dis toi-même, c'est que marketing, le mot market, on parle de mise sur le marché, donc c'est l'essence même d'une boîte. C'est que tu es là pour faire de l'argent, et le marketing est censé te rapporter de l'argent. Donc, de base, et on va en revenir un peu plus tard sur ce sujet-là, mais je pense que le mot marketing, il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et sur la partie part-time, moi, je l'ai vu, je suis arrivé, quand je suis parti d'Alven, les partenaires m'ont dit, mais écoute, t'es complètement fou, d'où tu vas faire du part-time au marketing, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, tu vas te casser la gueule. J'étais seul sur le marché, les gens ils me demandaient, les entreprises me disaient, mais pourquoi je te prendrais en part-time? Quel est l'intérêt d'avoir quelqu'un en part-time? Et maintenant, 8 ans plus tard, comme tu dis, il y en a partout. C'est-à-dire, mais il y en a trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une facilité. Je pense que le marché devra se structurer, va se structurer, parce que tu as des gens qui s'autoproclament part-time CMO alors qu'ils n'ont jamais été CMO dans une boîte et ils deviennent part-time CMO. Faire du part-time, être part-time n'est pas être à full-time CMO, c'est quasiment une méthodologie différente. C'est des métiers différents. C'est des métiers différents, en fait, tout simplement, et tu le sais très bien. Donc c'est important quand même donc il y a des mots comme ça qu'on sort, le part-time, le fractional, peu importe. Ayant essayé d'éduquer le marché pour arriver là où il est aujourd'hui, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais aussi créé quelque chose de pas très sain, parce qu'en fait, ça veut tout dire et rien dire maintenant. Et d'un autre côté, le marketing, oui, c'est un autre mot qui veut rien dire aujourd'hui. Donc, Ouais. Mais du coup, pour revenir un petit peu au final à ce qu'on disait, tu vois, c'est vrai que sur cette histoire de turnover, de product market fit, au final, c'est pas forcément une question de compétence, de légitimité, d'attente peut-être par rapport à qui se démultiplie aussi par rapport au profil et à ce qu'est capable de faire un marketeur tout seul, ou même avec une équipe d'ailleurs. Peut-être encore plus d'ailleurs maintenant avec l'IA, où tu vois encore ça se rajouter dans le spectre des compétences qu'on demande aux marketeurs d'avoir. Pourquoi au final c'est si mal compris dans les entreprises? Déjà, c'est un métier flou. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu flou. Personne ne sait ce que c'est. Dans mon équipe, j'ai tous mes directeurs marketing. Si je leur demande chacun une définition, ils vont avoir une définition un peu différente. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'entre marketeurs, déjà, on ne sait pas ce qu'on fait, quelle est la différence. Deux, comme tu le dis, tu as un scope qui en fait, plus les années passent, plus on te rajoute des choses. C'est-à-dire que là, tu as l'IA. Il y a 2 ans, tu avais les SDR sous toi. Il y a 3 ans, on t'a apporté la perf, enfin le revenu. En fait, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que c'est devenu un peu le fourre-tout, un énorme bucket où tu mets tout et tu dis, c'est ce mec-là qui va gérer ou cette fille-là qui va gérer. Parce que finalement, on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Elle coûte cher, parce qu'un bon directeur marketing coûte cher. Et du coup, on va tout mettre dedans. Et ça crée beaucoup de choses négatives. C'est-à-dire que tu vas avoir forcément une insatisfaction, parce que la personne qui sait tout faire n'existe pas. En plus de ça, je pense que le problème principal, c'est que les gens qui nous managent ou les C-level autour de nous donnent une définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a notre propre définition, mais les gens autour de nous donnent une définition. C'est-à-dire que pour un RH, ça va dire, toi, tu es le mec qui est responsable de la brand parce que ça va me permettre de ramener du monde. Pour le CEO, il faut que tu me ramènes du revenu avec un bon CAC, avec des bons chiffres, etc. Pour le product, ça va dire, faut que tu me travailles sur mon product marketing. Chacun a un peu une définition différente, et ça crée un bruit ambiant, et tu dois te justifier en permanence, parce que non, ce n'est pas mon job, non, ce n'est pas à moi de faire ça, non, je ne peux pas le faire seul, etc. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un flou global, un bruit ambiant, et personne n'est capable de savoir quelle est la définition même d'un directeur marketing ou du marketing de manière générale. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, on se rend compte que le marketing va répondre à plein de sujets hyper stratégiques dans la boîte, et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un bon marketeur, en tout cas le marketing comme moi je l'entends et comme c'était le cas il y a encore quelques années, c'est quelqu'un qui peut insuffler une vision dans une boîte, travailler sur le positionnement, peut aller jusqu'à choisir la couleur d'un logo, donc de l'identité de la boîte, peut aller jusqu'à décider
une nouvelle business line. C'est-à-dire que nous, on a accompagné une boîte dernièrement, ils vendaient 2 produits et c'était leur positionnement depuis 10 ans. Ils faisaient 18 millions d'ARR comme ça. On leur a dit, attends, mais ce produit-là, il a un gros coût d'acquisition, ta marge est plus faible. En fait, on le cut maintenant. Et c'était une décision stratégique pour la boîte. Et ça a quasiment pivoté la boîte parce que du coup, le branding en a découlé, le positioning, etc. Et ça, c'est une décision hyper stratégique. Donc, tu touches à tout en marketing. Et ça, en général, ça fait peur. Ça fait peur parce que, comme je te disais juste avant, les CEO omniprésents, ils veulent pas qu'il y ait un mec qui leur dise « Ah, mais en fait, ta conviction du début, c'est plus la même. » Ouais. Nous, on va te dire pourquoi, c'est notre métier. On va te dire pourquoi il faut faire un pas de côté, pourquoi il faut retravailler un peu le wording, même si c'est pas ce que tu pensais, c'est ce que le marché pense, c'est-à-dire ce que les consommateurs pensent. Et ça fait c'est peur. dur. Ouais. Et quand tu as peur, le premier réflexe, c'est de réduire le périmètre. C'est de faire un scope, de mettre des barrières, de restreindre la personne. J'ai peur d'une personne, je la mets dans un coin et elle va pas me faire chier. Donc, excuse-moi du terme. Mais du coup, c'est un peu ça l'essence même du problème de légitimité. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont peur de tout l'impact que tu vas avoir sur la société. Donc, on te crée un cadre et le cadre qu'on a créé, c'est un cadre d'exécution. Et c'est ça le vrai problème, c'est que maintenant, on te recrute, on dit alors la job desk, c'est de faire des campagnes, de réduire le coût d'acquisition, d'augmenter la marge, de faire du contenu, de redéfinir la stratégie événementielle. Mais c'est des choses hyper opérationnelles. Et on nous réduit à ça. Et en plus de ça, je dirais, ce qui rajoute encore de l'eau au moulin, c'est que il y a l'âge d'or du marketing, on va dire, c'est les années 90-2000. C'est là où Apple est devenu Apple, là où tu as le CEO de Pepsi, c'était l'ancien CMO, enfin là où vraiment le directeur marketing, c'était une star. Et dans cette période-là, il n'y avait pas toute la data qu'on avait aujourd'hui. Donc là, c'est hyper cool. On dit on est data-driven, on suit tout, etc. Mais en fait, la data, c'est bien pour mesurer des choses. Mais le marketing n'est pas que data. Le marketing, c'est de l'intuition, c'est de la stratégie, c'est de la créativité. Et ça, vu qu'on nous a donné des choses opérationnelles et de la data, on s'est dit, OK, si le directeur marketing, on lui donne des tâches opérationnelles et si on n'est pas capable d'avoir une évolution positive de la data, on s'en sépare. Et du coup, on a transformé un job pour en faire un job différent et en plus on le juge mal. Donc il n'y a rien qui va, ça pète et du coup la légitimité, en fait quand tu arrives dans une boîte et qu'on te dit, moi ça arrivé, une boîte en 2 mois ils m'ont dit faut que tu fasses x3 sur le pipeline et on parle d'une boîte qui faisait 100 millions d'ARR, donc une boîte qui cartonnait, ils me demandaient de faire en 2 mois, pendant l'été en plus, x3 sur le pipeline. C'était impossible. En fait, moi, quand j'ai discuté avec le fondateur, quand j'ai vendu la mission, j'ai dit, ça ne marchera pas. Mais OK, on va essayer. Mais c'était évident que ça n'allait pas marcher. Et du coup, tu es jugé sur des choses. Ouais, c'est démesuré, quoi. Exactement. Et à la fin, tu dis, le CMO, il était pas fou. Non, il était exceptionnel, le CMO, sauf que ce que tu as demandé, c'était pas possible, inconcevable. Exactement. Donc, ta légitimité encore est mise à mal. Ouais, mais alors tu vois, ce piège de j'appelle ça comme ça, ce piège de la data, au final, nous, on est tombé dedans aussi. On a notre part de responsabilité, parce que tu vois combien de marketeurs qui, justement, se glorifient de cet aspect data-driven, alors qu'en plus, et le pire dans cette histoire, c'est que nous, on sait très bien que la data, il y a toute une partie qui est fausse. Enfin, qui est fausse, ou en tout cas, on est aveugle sur un pan de la mesure, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas mesurer, quoi. Et donc, on sait très bien qu'elle est biaisée, mais on va quand même la regarder, et on va le justifier là-dessus, et puis on va se mettre en avant par rapport à ça. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue sur ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'on nous a... Oui, on nous a conditionnés comme ça, quoi. Exactement, on doit tout le temps se justifier. Donc comment tu te justifies tu sors des chiffres. Tu sors des chiffres. Et en fait, ça nous... Donc c'est... Moi aussi, et je vais pas te le cacher, quand je pitch la boîte et que je parle à un fondateur, je dis attends, on est data-driven. Ouais, oui, bien sûr. First chose, le revenu, on va toujours se focus là-dessus. C'est vrai. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça le marketing. Et c'est là où peut-être qu'il y a une distinction à faire, c'est qu'est-ce qu'un directeur marketing, donc celui qui doit insuffler tout ce que je t'ai dit auparavant, et peut-être qu'est-ce qu'un, c'est rien, un responsable growth ou un chef de projet marketing, peut-être que lui sera plus opérationnel et pourra apporter de la data au directeur marketing qui va pouvoir juger l'impact de son équipe au sens large. Mais c'est là où si on réduit ça que à nous, si on réduit notre métier qu'à ça, ça ne fonctionnera pas. Et encore plus avec l'IA qui arrive. L'IA, c'est un super exécutant. Donc, il sera forcément meilleur que nous. Donc là, on est en train de se tuer. C'est clair. Mais après, ça va peut-être du coup revaloriser, ça va nous obliger en tout cas peut-être à remonter vers la stratégie aussi pour s'extraire un peu de ça, quoi. Mais concrètement, du coup, maintenant qu'on a fait ce constat-là, j'allais dire, je suis CMO, Head of Marketing, tu vois, dans ma boîte.
Je suis d'accord avec toi, mais je suis un peu coincé là-dedans. Qu'est-ce que je fais lundi matin quand je reviens au bureau pour essayer justement d'améliorer, pour revaloriser le marketing et essayer de changer cette perception en interne? Alors déjà, head of et CMO, c'est encore deux choses C'est encore deux différentes. choses différentes. Ouais. Et ça, souvent, il y a un amalgame là-dessus parce que le head of va exécuter beaucoup plus et va être là pour créer les premières briques. Le CMO, il est censé faire passer un stage à la boîte. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. C'est différent parce que du coup, Ouais, t'as raison. les mecs qui recrutent un CMO et qui se retrouvent avec un head of, à la fin, ils vont encore dégrader la vision du CMO. Il va dire, ah non, moi j'ai recruté un CMO, il était naze. Non, il était head of, il n'était pas CMO. Bref. Et qu'est-ce que je dirais En fait, la première chose, c'est que quand tu arrives le lundi matin dans une boîte, il faut que tu réfléchisses comment tu vas impacter la boîte. Ça, c'est la première chose à laquelle doit penser le CMO. Tu sais, je fais un test moi, dans mes entretiens d'embauche. Je disclose, du coup, les gens pourront se préparer s'ils écoutent le podcast et qu'ils viennent discuter avec moi. Mais en gros, la première chose que je dis, c'est quel est ton job? Quel est ton job? T'es directeur marketing, quel est ton job? Donc les mecs ils vont me dire, ah, c'est de travailler la brand, c'est de travailler le positionnement, c'est de générer des clics, des visites, etc. Et ils se trompent. Enfin, il y en a beaucoup qui se trompent, et ceux qui se trompent pas en général, je les recrute. En fait, la seule chose qu'on nous demande, et je le vois en mission parce que du coup c'est l'essence même de la valorisation du job. Bah, en fait, c'est de générer du revenu pour la société, c'est-à-dire avoir un impact positif pour la société. Peu importe la manière, on s'en fout que ça soit sur du paid, on s'en fout. Notre métier, c'est que la boîte passe de X millions d'ARR à Y millions d'ARR. Et ça, c'est notre seule métrique valable dans le temps. Et ça, on l'oublie. Souvent, on nous dit, bah, en fait, mon job, c'est de faire X campagne, de réduire un petit peu le coût d'acquisition. Non, notre job, c'est que la boîte, elle se souvienne de vous parce que vous l'avez fait passer d'un point A à un point B. Et du coup, c'est ça que je dirais, c'est tu arrives et tu te dis, si tu es un bon marketeur, logiquement, ta première réflexion, c'est par tous les moyens, comment je peux avoir cet impact positif dans la boîte. Donc ça peut être, si tu es une société de conseil, je te donne un exemple, c'est les people qui font la différence. C'est-à-dire, si tu as des stars, tu es le meilleur. Bah, comment tu recrutes des stars, sachant que bah, tu as un business model de conseil qui ne pourra pas te permettre de combattre avec la tech. Bah, pour recruter des stars, il faut avoir une bonne marque employeur. Il faut avoir le bon discours, etc. Donc, tu vois, c'est pas du tout, on ne parle pas d'acquisition client, on parle juste de marque employeur. Et pourtant, c'est le marketeur qui doit faire ça. Si tu dois comment impacter la marque, bah, comme je t'ai dit sur la boîte d'avant, en fait, tu mets ton énergie sur le mauvais produit, on coupe le produit, on prend le risque et on passe à autre chose, on change la stratégie même de la marque. Donc, c'est prendre le plus de recul possible en tant que CMO, analyser comment avoir un impact dans la boîte et ensuite dérouler un plan, exécuter, etc. Et j'irai encore plus loin. Si j'étais fondateur d'une boîte, pas ma boîte, mais une boîte tech, si je devais faire une job desk d'un directeur marketing, je dirais j'ai besoin de passer de 250 000 euros de MRR à 500 000 euros de MRR dans l'année parce que j'ai une levée de fonds l'année prochaine, j'ai ma série B l'année prochaine. J'ai besoin de quelqu'un pour ça. Et en fait, à partir du moment où tu dis ça, tu auras le bon marketeur. Parce que le bon marketeur, il va tout faire pour aider les sales à closer. Le bon marketeur, il va tout faire pour avoir les bons people dans la team. Le bon marketeur, il va travailler l'essence même de la boîte en se disant la prise de risque, je la prends chez moi. Je prends cette prise de risque. Et c'est ça qui est, je pense, je dévie un peu de ta question, mais c'est ça en fait. C'est quand tu arrives le lundi matin, qu'est-ce que tu fais? Bah, essaye de ne pas être dans l'opérationnel. Essaye de montrer ta valeur différemment. Parce que quoi qu'il arrive, si le marché s'écroule, si l'algo de Google il change, en fait, ils vont dire ah, c'est cool, mais ton SEO il est tombé. Ouais, mais en fait, il y a eu une core update Google. Ah, mais je m'en fous, c'est toi qui t'es foiré. Ouais, mais en fait, tu peux rien faire. La core update de Google, donc personne n'était prévenu. Donc c'est là en fait, faut avoir un impact un peu différent. Ok. Et après, j'allais dire, c'est vrai que comment est-ce que tu peux impacter la boîte? Effectivement, ça c'est comment toi tu vois ton métier, tu vois, mais des fois cette place, mine de rien, au CODIR, t'as beau avoir le titre de CMO, bah on te la donne pas forcément, faut te battre pour l'avoir, ou alors t'arrives au COMEX, mais en fait c'est toi qui étais là pour faire les CR de réunion, tu vois, enfin, c'est vrai qu'on on en parlait encore une fois, tu vois, sur cette place-là du CMO dans l'équipe de C-Level, elle est pas forcément toujours donnée. Il faut s'imposer, faut qu'on te laisse t'imposer aussi, mine de rien, parce qu'il y a des contextes, de toute façon, ça marche pas. Puis dans ce cas-là, c'est la solution, c'est de partir, quoi. Mais
Ouais, comment est-ce que tu fais pour essayer justement d'aller chercher cette place, hein, tu vois, en interne? Une fois que toi, tu as cette conviction-là, mine de rien, bah, faut qu'on te laisse l'appliquer, Ouais, quoi, bien quand sûr. même. Faut gagner cette légitimité. Bah, je te Gagner, dirais, prendre pas, quoi. rejoignez Yitro et du coup, c'est un peu pour ça que j'ai créé le métier, c'est Ouais, pour avoir ouais. de l'impact sur du court terme. Non, mais de manière générale, je pense que il faut avoir des sponsors. C'est-à-dire que l'entrepreneur, sauf s'il est picousé par le marketing, il aura peu de sa propre définition et du coup, il faut avoir des sponsors ailleurs. Et pour avoir des sponsors, il faut être fédérateur. Et tu vas pas aller au duel avec le VP Sales, tu vas pas aller au duel avec la DRH, tu vas pas aller au duel avec le VP Product. Tu vas justement essayer de leur apporter de la valeur aussi à eux. Et OK. le VP Product, il va pas te demander quelle est l'acquisition. Par contre, si tu lui dis, écoute, moi, j'ai discuté avec les clients, il y a ça qui manque. J'ai discuté avec les sales, ça close pas parce que il manque cette feature, ou en tout cas, on la décrit mal. Je pense que cette feature, elle est très orientée tech. Il faut faire un peu de travail de product marketing pour ajouter des bénéfices et ça aidera le produit à s'améliorer. Le mec il va dire, ok, ça c'est de la valeur qualitative qui est pas mesurable, mais c'est une valeur vraiment qualitative qui va m'aider à améliorer le produit. Ça, il comprend. Mmh. La DRH, comme je t'ai dit, sur la brand employeur. Euh, c'est là où, et les sales, bah, c'est les premiers à te remercier si tu t'entends bien avec eux. Ouais. Si tu es capable finalement de leur dire, hey, tu mets 6 mois à close un deal, grâce à moi, tu vas la closer en 3 mois, avec du sales enablement, avec ton bon CRM, avec ton bon pipe, etc. Bah, le sales, il peut que te remercier. Si tu lui donnes les outils pour pouvoir closer, il va te remercier. Donc, et par contre, c'est la même Mmh. chose, il ne faut pas non plus être trop pushy. Faut trouver Ouais. sa place, en fait, c'est comme partout, c'est comme dans une entreprise de manière générale, il faut trouver sa place. Mais je pense que c'est fédérer les gens, c'est ce qui est le plus important. Ouais, j'aime bien comme tu le dis, tu vois, il y a 2 choses qui est importantes. Il y a effectivement cet aspect de toi, tu es quand même là pour fluidifier les choses en interne, parce que tu as besoin de toute façon des uns et des autres, tu Bien besoin sûr. du product, tu as besoin des sales, tu as besoin des RH, pour pouvoir fonctionner. Donc trouver tes buddies, tu vois, aussi pour mine de rien, commencer à imposer tes décisions ou ta vision, bah, des fois, c'est bête, mais si le head of sales à côté de toi, il dit la même chose que toi, ben, déjà T'as tout ça compris. a plus de poids. Et puis il y a un autre truc au final qui ressort dans ce que tu dis et heu et c'est vrai que, tu vois, moi je le vois, même des fois avec des agences, que je pilotais pour certains clients et tout, ce qui est important, c'est le contexte dans la façon dont tu l'as expliqué. Tu vois, c'est d'expliquer pourquoi tu fais les choses. Parce qu'en fait, c'est vrai on a tendance souvent à aller voir, bah, le produit ou les sales ou le machin en leur disant: «Il faut faire ci, il faut faire ça», ou alors on a besoin de ci, on a besoin de ça, euh, sans donner la big picture. Tu vois, de ce que tu as dit, de cette fonctionnalité-là, elle est peut-être un peu trop tech. Et donc, en fait, on le voit parce que j'ai parlé avec des clients qui, du coup, ils voyaient pas trop, machin, ou l'impact que ça allait avoir en interne, même s'ils comprenaient, tu vois, la façon dont c'était décrit. En fait, on a peut-être besoin d'aller changer de discours parce que. Et c'est pour ça qu'on va le faire, tu vois. Et les sales, Ouais, ben, effectivement, c'est, si je te demande de faire ça, ou si je veux te faire passer par cet aspect de ce truc, ce training de ces enablement, c'est parce qu'en fait, ça va avoir un impact sur le sales cycle, la durée de vie, enfin la durée du cycle de vente, et que du coup, tu vas pouvoir closer plus vite et machin et tout. Et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour toi qu'on le fait et tout. Et tu vois, c'est vrai que cet aspect contexte, mine de rien, dans chacune des décisions, dans les interactions avec les autres services, de pourquoi est-ce qu'on le fait, expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on le fait, ouais. et ben c'est vachement important, quoi. Bah, tu le dis très bien et tu complètes ce que je dis sur la partie fédérée, mais la pédagogie, elle est hyper Mm. importante. Encore plus quand je te dis que notre job est devenu flou, Bah c'est ouais, expliquer pourquoi et pourquoi ça aura un impact positif. Et c'est ça qui doit être. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que en fait, tu te retrouves à. Forcément, quand tu es face à un dev et qui dit ça marche pas, ça pourra pas marcher, il a pas besoin de ouais. se justifier. C'est qu'en fait, techniquement, ça marche pas. Quand un financier il te montre son reporting, il dit bah non, là, on peut pas recruter telle ou telle personne parce que il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas besoin de justifier plus qu'il Mm. n'y a pas de l'argent. Nous, on doit aller un peu plus dans l'explicatif et c'est pour ça qu'on est. En fait, l'essence même, encore une fois, du marketeur, c'est d'avoir cette capacité de storyteller, de raconter l'histoire et du coup, éduquer, être pédagogue pour embarquer les gens. Le métier de marketeur, alors il y a le métier revenu, mais il y a le métier aussi embarquer tes clients, embarquer Mm. tes prospects, embarquer tout le monde derrière toi. Et ça fait partie du job, tu as raison. Et je pense qu'on l'a oublié. En étant trop data, on a oublié cette partie-là Ouais, et elle est capitale. carrément. Et comment tu vois évoluer du coup le rôle dans les prochaines années? Tu veux dire avec l'IA?
Avec l'IA, c'est effectivement l'impact, enfin la grosse nouveauté, comme Internet a pu l'être à un moment, tu vois. Enfin, peut-être que c'est à ça qu'il faut le comparer, mais effectivement, ouais. Alors, je suis pas devin, hein, et je me pose aussi des questions sur l'IA, sur nos métiers. J'ai pas toutes les réponses. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le job que les gens ont voulu nous créer, c'est-à-dire soit l'exécutant de service, ce job-là, je pense qu'il va grosso modo disparaître. C'est-à-dire que à la fin, même si c'est pas 100% bon maintenant, l'IA va être capable de le faire. Et du coup, il faudra maîtriser l'IA pour pouvoir y arriver. Et donc, oui, ça aura un impact. Le métier d'exécutant pur, ou en tout cas le nouveau métier qu'on nous a créé ces 15 dernières années, devrait quand même être amené à être réduit, à disparaître, les places seront plus chères, etc. Même s'il faudra quand même des garde-fous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois très bien, quand tu as une agence de paid, en général, l'agence, si tu n'as pas un head of growth derrière ou un head of acquise qui challenge en permanence, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu remplaces l'agence par de l'IA, il faudra quand même ce mec qui manage un peu tout ça. Donc, je pense que ces métiers d'exécutants vont être remplacés. Moi, ma vision, c'est que ça va être un métier de plus en plus élitiste, parce qu'il y a moins en moins de jobs. Les meilleurs, il faudra être parmi les meilleurs. Il y aura moins de boulot de directeur marketing, hein, je le pense sincèrement. Tu vas un peu augmenter la valeur. Les gens vont devoir augmenter leur valeur et leur impact. Donc encore plus dans la stratégie. Tout ce qu'on dit, je pense que le sens de l'histoire va dans cette direction-là. C'est montrer que tu es un stratège de la société et que tu es vraiment... tu dois être le numéro 2 quasiment de la société. Je pense que les juniors marketeurs, mine de rien, ils seront toujours là. Enfin, c'est-à-dire que tu auras toujours, entre un junior à, je sais pas, 35K, qui va se servir de l'IA et qui va très bien se servir de l'IA parce qu'il a été baigné dedans, et du coup, il va pouvoir faire des super choses. Et lui, pour moi, on va continuer à le garder, on va continuer à le recruter parce que c'est pas très cher, 35K. Le top level, qui va coûter très cher, mais qui va être très bon, qui va t'apporter une valeur de malade, qui va pouvoir pitcher des gros clients, qui va pouvoir aller lever des fonds avec toi, etc. Cette personne-là, elle va rester, mais du coup, il faudra vraiment avoir des stars. Et moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt ceux du milieu. C'est-à-dire ceux qui sont justement ces head-off. Parce que payer quelqu'un qui a 75K, qui finalement est plutôt dans l'exécution, même s'il a la seniorité, il a genre 10 ans d'expérience dans l'exécution, mais du coup, il passe pas ce plafond de verre. Cette personne-là, en fait, vaut mieux avoir un junior avec de l'IA que cette personne qui est un peu chère. Ou tu vois, si on parlait conseil, part-time, etc., moi, pour moi, c'est à terme, je dis pas tout de suite, mais c'est les TJM autour de 750 € qui vont un peu prendre le plus cher. C'est ces gens-là qui coûtent de l'argent. C'est un vrai impact financier pour la boîte. C'est un coût, mais finalement, la valeur entre un mec avec la tête hyper bien faite, qui est jeune et qui a l'IA, en fait, la différence, elle est trop minime pour tu vois, c'est là où, et encore une fois, j'en sais rien, c'est ma perception. Et du coup, moi, je le reporte à mon métier. C'est-à-dire que mon métier aujourd'hui, j'étais capable d'avoir des CMO un peu plus jeunes, des CMO très seniors. Forcément, je vais avoir tendance à aller chercher encore plus de valeur. Donc, ça va être de plus en plus compliqué pour moi pour recruter encore des stars. Mais aller chercher ces gens-là, peut-être qu'à terme, tu vas avoir moins de jours, des TJM qui vont plutôt monter. Tu vois, on va aller chercher des TJM je parle pas moi personnellement, je parle de manière générale dans l'écosystème des freelances, des part-time, etc., des TJM à 2000 balles, 2500 balles, avec vachement de valeur, avec vraiment que des stars. Et après, le reste, ça sera exécuté par d'autres, et l'IA notamment. Et peut-être que on part dans cette direction-là. En tout cas, c'est ma conviction, c'est qu'on doit un peu remonter la valeur, sinon tu vas te faire bouffer. Et du coup, moi, mon rêve d'avoir une boîte de 150 personnes, peut-être qu'il sera moins réalisable, et peut-être que j'aurai moins de personnes, ce sera plus une boutique avec, comme je suis actuellement, ou un peu plus, être capable d'aller chercher 40-45 personnes, mais les meilleurs, tous ensemble, qui travaillent ensemble en mode boutique, vraiment les tops du top experts CMO. Mais voilà, ça c'est ma conviction, c'est que faut remonter sur la chaîne de valeur, et il faut faire gaffe, ceux qui sont malheurs à ceux qui sont au milieu, quoi. Ouais.
Ok, bon bah écoute, on réécoutera le podcast dans 5 ans, puis on fera ton procès si tu t'es trompé. Merci. Non mais merci d'avoir joué le jeu, c'est pas facile la prospective, de toute façon surtout que quand on voit la vitesse à laquelle ça bouge. Du coup un petit peu en conclusion, c'est vrai qu'on a partagé pas mal des points de vue, au final c'était réflexion assez haut niveau sur ce qu'on dit. Un peu plus concrètement, j'aime bien montrer aussi un petit peu les challenges, même si tu l'as évoqué toi dans cette partie recrutement, mais c'est quoi tes challenges marketing un petit peu du moment? Euh, bah, Parce que c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, pardon, je termine ma question, mais du coup, au final, tu as une agence où tu places des part-time, mais tu es obligé de faire du marketing toi aussi pour trouver tes clients. Donc ça, c'est de poursuivre. En fait, tu as plein de marketeurs en ouais. interne qui sont pas forcément tes ressources pour pousser ta boîte, mais Ah oui, non, c'est ça, c'est ça. Et souvent, ils me disent, tu vois, moi, j'essaye, je dis, ah, faut faire ça, le positionnement, faut aller là-dessus, machin. Et ils me disent, non, mais tu fais plus de marketing. Non, mais en réalité, justement, là où moi j'ai de la valeur, c'est que quand je pitch un client, je comprends tout de suite les problématiques. Je suis dans la vision, mais par contre, je suis incapable. Enfin, ça fait ouais. 5 ans que je fais plus de mission. Enfin, tu vois, 6 ans que je fais plus de mission. Donc, je suis plus capable de le faire. Ou en tout cas, aussi bien que mes équipes. Non, pour répondre à ta question, alors déjà, comme je te l'ai dit juste là, je suis marketeur par essence, by design. Mhm. C'est-à-dire que j'ai été créé via le marketing. Maintenant, je suis côté entrepreneur. Donc, je Ouais. dois quand même avoir ce regard de, en fait, si je recrute quelqu'un, qu'est-ce qu'il va m'apporter. Donc, mon challenge marketing, je ne vais pas te dire, putain, le nouvel algorithme a changé, comment je vais m'en sortir. Ça, Ouais. je ne pourrais pas t'y répondre et ce n'est pas un challenge de mon quotidien. Par contre, mon challenge en tant qu'entrepreneur dans le marketing, Mhm. c'est c'est de continuer à faire ce que je fais. Et la raison pour laquelle j'ai créé Itro, c'est un, redorer le blason du marketing, c'est-à-dire avoir un marché plus visible, éviter un Mhm. peu le bullshit ambiant et le bruit ambiant pour essayer d'avoir quelque chose, faire en sorte que toi, marketeur, au moment où tu rentres dans une boîte, en fait, on dise, mais en fait, Axel, il m'a transformé la boîte. Et ça me suffit, il a travaillé 6 mois ou 2 ans, mais il a transformé la boîte. Et c'est pour ça que j'ai recruté et il l'a fait. Donc ça, c'est mon rôle, c'est vraiment éduquer, en continuer à éduquer. J'ai éduqué Mhm. sur le métier de part-time, mais j'ai pas éduqué sur le métier de marketeur de manière générale. Ouais. Ça, c'est mon premier défi. Et encore plus avec ce qui se passe actuellement, avec l'IA, avec les budgets serrés, etc. Moi, je me bats tous les jours pour dire, mais en fait, les gars, vous avez rien compris. Quand les mecs viennent me voir et me disent, j'ai besoin de ça, je dis, non, t'as pas besoin de ça, t'as besoin déjà de comprendre quel est ton problème. Donc, c'est vraiment me battre, moi, en tant qu'entrepreneur dans le marketing, c'est me battre pour éduquer ce marché. Et pourquoi je me bats pour ça? C'est que sans ça, en fait, le marketeur va mourir. Bon, on va pas se le cacher, si on continue dans cette direction-là, euh, avant la mort, tu as le freelance. Hein. Grosso modo, tu as le Ouais. CDI, tu as le freelance et tu as la mort. Donc, sinon, mais c'est un peu le sujet principal. C'est comment tu leur donnes de l'espoir à tous ces marketeurs et comment tu montres que cette fonction a de l'avenir. Donc, ça, il faut sauver les marketeurs de manière générale. Et mon deuxième problème du quotidien, c'est faire comprendre aux boîtes qu'elles ont besoin de ces marketeurs. Et je vais donner un exemple que je vois dans les boîtes qu'on accompagne, les sociétés qu'on accompagne, et que j'ai vu par le passé quand j'étais enfant. C'est toutes ces sociétés françaises qui sont valorisées. Oui, ils sont valorisés 500 millions, 600 millions, 700 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Mais il y en a combien qui font d'exit? Il y en a combien qui sont vendus plus d'1 milliard? Il y en a zéro. Ça n'existe Ouais. pas. Donc en fait, pourquoi elles en sont là? C'est tout simplement parce qu'elles ont occulté le marketing. Je te le dis, c'est évident parce que je le vois encore au quotidien. Ma femme est dans une boîte, c'est le cas. C'est qu'ils ont mis de côté le marketing, ils ont créé un super produit, une super tech, ils ont avancé, ils ont adressé un marché qui était OK, ils ont eu une belle traction. Sauf que quand l'américain il arrive et qu'il veut racheter, il va se dire bah, en fait, je vais racheter une techno, je vais pas racheter une boîte. Et s'il rachète une techno avec un peu de traction, bah, il achète beaucoup moins cher. Il va pas acheter Ouais. les 2 milliards. Il va acheter 500 millions plutôt que 2 milliards. Bah, ouais, bah en fait, ça marche. Du coup, ça marche pas. Et encore, regarde toutes les boîtes qui ont été rachetées. En général, elles sont avalées. Elles sont Ouais. pas. En fait, un Microsoft qui rachète LinkedIn et les deux boîtes qui restent avec leur brand, ça n'existe pas en France. Quand un Ouais. Français se fait racheter, il est englobé. Pourquoi? Parce que le marketing n'est pas présent. Parce qu'il manque cette stature et cette posture du marketing et cette force marketing. Et du coup, moi, mon job, encore une fois, et mon challenge, c'est les marketeurs doivent avoir un avenir. Deux, les boîtes doivent comprendre que sans marketing, elles n'iront pas là où elles doivent aller. Ok, très cool. Bah écoute, merci pour tout ça. Si tu voulais retenir un échange, un truc, un conseil de notre échange, tu mettrais quoi en avant? Bah, en tout cas, à ceux qui sont CMO, arrêtez d'être exécutants. Essayez de vous battre pour ce que vous êtes vraiment et arrêtez de répondre à ce que demande. Vous devez être
ce catalyseur de la société et ne pas être un exécutant. Si vous adorez les frameworks, les playbooks, tous les trucs hyper structurés et d'exécution, très bien. Vous êtes juste pas CMO. Prenez des jobs de chef de projet marketing, mais dites-le, parce qu'en fait, ça crée du flou et ça tue le métier des deux côtés. Ça tue votre métier, ça tue le métier des CMO. Donc, juste de manière générale, si vous êtes exécutant, vendez-vous en tant que tel. Si vous êtes CMO, battez-vous pour ce que vous êtes. Battez-vous pour votre métier. Ok, très cool. Eh ben écoute, c'est ce qu'on retiendra. Merci Jonathan, c'était très sympa comme Merci à discussion. Et puis maintenant, il me reste à souhaiter une bonne journée. Merci toi aussi, c'était un plaisir. Salut. Salut.